RTS 20h, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Au Conseil de la consommation, la structure verra bientôt le jour au Sénégal. Elle va aider à veiller et à anticiper sur les différentes questions liées à la consommation. Le ministre en charge du commerce et les consuméristes en ont parlé aujourd'hui. Forum des jeunes éclaireurs et éclaireuses du Sénégal, la citoyenneté, l'éducation et la formation au cœur des débats. Le ministre de la Jeunesse en a profité pour annoncer le recrutement de 300 000 jeunes dans le cadre du projet des domaines agricoles communautaires. Et puis ce soir, un grand focus sur l'enseignement supérieur avec d'abord une explication des changements intervenus au niveau des rectorats de certaines universités sénégalaises. Ensuite, un dossier qui s'intéresse sur la profession d'enseignant à l'université, un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Enfin, de mission à Dakar, l'ambassadeur de Portugal s'est dit très honoré d'être reçu par le chef de l'État. Pendant ces 5 dernières années, il a œuvré pour le renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Portugal. Son Excellence quitte le Sénégal avec beaucoup d'émotion, mais garde de bons souvenirs de notre pays. Rui Tereno parle d'une expérience de vie enrichissante. Il est au micro d'Aboubakri Kane. Je suis venu exprimer à Monsieur le Président toute l'amitié du Portugal pour le Sénégal et la confiance d'un renforcement encore plus poussé de nos rapports bilatéraux qui ont connu un développement très poussé dans ces derniers 5 ans, soit du point de vue institutionnel, soit du point de vue des rapports culturels et aussi économiques. Donc ça a été une période très mouvementée, pleine d'initiatives, pleine d'émotions que moi-même j'ai vécu avec beaucoup d'engagement. Mais mon engagement est surtout l'engagement de mon gouvernement et de mon pays vis-à-vis du Sénégal pour renforcer le rapport dans tous les domaines, soit sur le plan bilatéral que aussi dans le cadre de l'Union européenne. J'ai fait 5 ans au Sénégal et vraiment les souvenirs sont tellement riches que j'aurai peut-être le reste de ma vie pour faire le tri. Et pour le moment, disons, c'est la beauté du pays, c'est un peuple qui est très branché sur la culture, sur les arts, un pays qui a un engagement civique et institutionnel très développé, un pays qui a un énorme esprit de convivialité et qui donc représente pour nous une expérience de vie qui est très enrichissante. Donc pour moi et pour ma famille, ces 5 ans au Sénégal ont été vraiment pleins, fructueux, très, disons, riches du point de vue spirituel, professionnel et personnel. Nous restons dans le monde de la diplomatie avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. En raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Libye, le gouvernement du Sénégal a décidé le rapatriement du personnel de son ambassade à Tripoli. Les diplomates sénégalais et les membres de leur famille ont quitté tôt le matin du 1er août 2014 la capitale libyenne pour rallier la Tunisie par la voie terrestre. Le premier vol arrivera à Dakar le samedi 2 août et le deuxième le dimanche 3 août 2014 en fin de soirée. Le gouvernement du Sénégal tient à exprimer sa gratitude aux autorités libyennes et tunisiennes pour l'assistance apportée dans l'organisation de cette opération. Conférence de presse des avocats de l'État du Sénégal dans l'affaire des biens présumés mal acquis. Ils dénoncent cet après-midi la sortie de certains responsables libéraux sur une chaîne étrangère. Pour eux, ces attitudes décrédibilisent la justice sénégalaise. On en parle dans un instant avec notre reporter Jeanne Dior. Bientôt, au Conseil de la consommation au Sénégal. Cet instrument d'aide à la décision sera chargé d'élaborer
un monitoring de veille et d'anticipation sur les différentes questions relatives à la consommation. Le ministre en charge du commerce et plusieurs acteurs de la consommation se sont réunis pour le démarrage du projet. Voici le compte-rendu d'Alassane Diédhiou. La mise en place d'un haut conseil de la consommation est en soi une révolution institutionnelle en matière de prise en charge de la question combien stratégique de la consommation. Certes, des organes, notamment la division de la consommation et de la qualité du ministère du Commerce ou le Conseil national de la consommation ont toujours joué un rôle non négligeable dans ce domaine. Cependant, avec l'installation de ce nouvel organe, il s'agit de donner davantage de visibilité institutionnelle et de créer une dynamique structurelle en termes d'output. Aujourd'hui, le consommateur sénégalais, à l'image des consommateurs à travers le monde, est devenu de plus en plus exigeant. Mais aussi les produits qu'il consomme sont devenus de plus en plus complexes. Donc naturellement, il faut réorganiser tout cet espace-là pour pouvoir améliorer l'ensemble de ces services. De ce point de vue, naturellement, c'est une aide à la décision pour, bien sûr, les pouvoirs publics, mais aussi, c'est aussi un instrument, un outil de travail pour les entreprises d'information, parce que les entreprises pourront avoir une meilleure restitution des préoccupations des consommateurs, mais aussi pour les consommateurs, puisque les entreprises également et les commerçants pourront également tenir compte des préoccupations de ces consommateurs qui sont exprimées à travers les avis. Donc les avis, les recommandations peuvent aller jusqu'à une traduction en acte réglementaire. On prit part à cette réunion prélude à la mise en place des organes du Haut Conseil de la consommation, l'Assemblée nationale, les chambres consulaires, les organisations de commerçants, les syndicats et les associations de défense des consommateurs. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait un organe spécialisé qui va être un creuset de rencontres, de réflexion et de prise en charge des intérêts des consommateurs. Et aussi d'anticipation, parce que vous savez aujourd'hui, la consommation, l'alimentation, les services, ça devient de plus en plus sophistiqué. Et pour pouvoir faire face à ces besoins donc, de sécurité, de santé, et de régulation du marché, il faut un organe qui puisse anticiper sur tout cela. Instrument d'aide à la décision, le Haut Conseil de la consommation a pour mission principale l'élaboration d'une politique de consommation par la mise en place d'un monitoring de veille et d'anticipation. Les différentes décisions sur le plan normatif issues de cette réunion seront soumises pour validation au chef de l'État. 300 000 jeunes Sénégalais vont trouver un emploi grâce au projet des domaines agricoles communautaires. L'annonce est du ministre de la Jeunesse. C'était à l'occasion de la conférence des cadres des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. L'association s'engage dans les domaines de l'éducation et de la formation des jeunes. Compte rendu Mamfatou Fati. 77 ans de vie éducative, de formation en développement communautaire, l'Association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal s'est donné entre autres objectifs l'émergence des jeunes et la promotion des valeurs au niveau de la jeunesse. Une nation respectable, civilisée et qui veut émerger devrait s'ancrer dans ses valeurs, et notamment ici au Sénégal. C'est tel que Monsieur le Président vient de le dire, c'est le job, le ngor, le fulla qui ont tendance à être écornés et que nous, gouvernement du Sénégal, gagnerons à rétablir et à renforcer. La question de l'emploi figure au centre des débats. Les autorités ont profité de cette rencontre pour annoncer le recrutement de plus de 100 jeunes dans le domaine de l'agriculture. C'est un projet qui va employer 300 000 jeunes Sénégalais, c'est-à-dire 180 000 dans les domaines agricoles et 120 000 dans les PME de transformation. Donc je ne m'inquiète pas, il y a le PAPEJ, le programme pour l'emploi des jeunes, ancré maintenant à l'ANPEJ, qui s'engage à créer 111 000 emplois. Donc le total fera dans 4 ans 428 000 emplois. Les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal est une association de scoutisme laïque, membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Ses membres ont salué les efforts consentis par le gouvernement dans le développement de l'éducation. En partenariat avec l'UNESCO Breda, le CESTI forme ses étudiants sur les questions environnementales. Le thème développé tourne autour de l'information et la communication pour le développement durable. Ils vont aussi réfléchir sur les enjeux d'une réappropriation des concepts de l'après-Rio+20 et de l'agenda de développement post-2015. Le compte-rendu de Pape Djibril Fall. La problématique de la prise en charge des questions environnementales demeure une préoccupation pour la direction du CESTI. Ce séminaire de formation entre dans ce cadre. Les autorités comptent ainsi outiller les étudiants à relever les défis de l'heure. Pour les journalistes africains et pour les étudiants en journalisme ici présents,
Le défi se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut bien connaître l'environnement pour un traitement adéquat afin de promouvoir un large partage des savoirs scientifiques. Le deuxième défi consiste à traiter avec autorité l'information concernant l'environnement et l'écologie. Et le troisième défi, c'est contribuer en tant qu'interface ou médiateur au changement de comportement des groupes concernés et influencer l'agenda formel des décideurs. Aujourd'hui, le leadership de l'UCAD sur cette question est reconnu. Il se traduit par le développement dans la quasi-totalité de ses facultés et instituts de nombreux projets et programmes dans le domaine du développement durable grâce au dynamisme créateur de nos enseignants-chercheurs. Les médias constituent un élément clé dans le dispositif qui doit aider à sensibiliser sur les enjeux de développement durable. Les autorités publiques magnifient l'initiative du CESTI. Je trouve cette rencontre extrêmement pertinente, d'autant plus que c'est une rencontre qui s'adresse à des étudiants en communication qui, à mon sens, sont censés maîtriser l'ensemble des concepts qui gravitent autour de la problématique du développement durable, pour pouvoir rendre l'information en toute connaissance de cause. Les questions environnementales occupent une place de choix dans les curricula au CESTI. La direction compte aussi mettre en place un master en journalisme scientifique. Nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur avec certaines universités qui ont connu des changements à leur tête. C'est le cas des universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Bambey. Ces mutations chez les recteurs s'expliquent selon certains spécialistes par la volonté de l'État du Sénégal de réformer l'enseignement supérieur. Le recteur de l'UCAD a été remplacé. Pour ceux de Thiès, Saint-Louis et Bambey, ils ont changé de poste. Voici les explications de Seydina Alioune Fall. Les mutations intervenues au sommet des universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Bambey pourraient être justifiées par ce vent de réforme qui souffle actuellement sur l'enseignement supérieur sénégalais. Le professeur Saliou Ndiaye quitte le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après avoir passé 4 années. Il est remplacé à ce poste par le professeur Ibrahima Thioub, professeur titulaire des universités, spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine. Le professeur Ibrahima Thioub est précédemment directeur du Centre africain des recherches sur les traites et l'esclavage de la faculté des lettres et sciences humaines. Pur produit de l'UCAD, il sera recruté en 1990 au département d'histoire. En 2005, il sera promu chef de ce département. À 59 ans, Ibrahima Thioub bénéficie d'une bonne notoriété. Réputé rigoureux dans le travail, sa domination permettra, selon ses collaborateurs, de faciliter la mise en œuvre des réformes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Baïdalaï Kane quitte lui aussi l'université de Thiès. La cinquantaine, ce professeur titulaire des universités est un spécialiste des études anglophones. Le professeur Baïdalaï Kane retourne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où il est nommé recteur. Une université qu'il connaît bien puisqu'ayant été le directeur de l'UFR des lettres et sciences humaines de cette institution de 2006 à 2012. L'ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis prend les rênes de l'université Alioune Diop de Bambey. Le professeur Lamine Gueye a fait ses études à la faculté de médecine de Dakar puis à Marseille. À 55 ans, le professeur Lamine Gueye espère consolider les acquis, relever les défis des infrastructures et diversifier les formations à l'université Alioune Diop de Bambey. L'ancien recteur de l'université de Bambey, Makhtar Seck, remplace Baïdalaï Kane au rectorat de l'université de Thiès. Originaire de Kaolack, le nouveau recteur de Thiès est diplômé de l'université de Montpellier. Spécialiste en zootechnique, option production animale, le professeur Makhtar Seck a passé 5 années à la tête de l'université de Bambey. Être enseignant à l'université n'est pas donné à tout le monde. La profession exige un riche et long parcours universitaire. À l'université, le recrutement n'est pas chose facile. Nous avons tenté de percer le mystère de la profession des professeurs d'université. Le dossier du vendredi porte la signature de Louise Bizza.
Elle se confond à ses étudiants, mais Fatou Diop Sall a des galons qui lui valent le titre d'enseignant-chercheur à l'université. Je suis maître de conférences agrégée depuis novembre 2003. Première femme agrégée au Sénégal en sciences de gestion, spécialité marketing et troisième en Afrique francophone. Cette enseignante-chercheur de l'UCAD officie à l'École supérieure polytechnique. Je donne des cours en comptabilité, en gestion des ressources humaines, en finance. Donc c'est pour cela qu'on parle de sciences de gestion. Sall Abi Kamara, deuxième année de marketing, la leçon du jour porte sur le merchandising ou encore la technique de vente. Malgré sa petite taille, Fatou Diop Sall force le respect de par la qualité de ses enseignements. Je suis vraiment satisfaite des enseignements qu'elle nous offre, dans le sens où elle utilise des termes clairs, simples, c'est assez limpide, on arrive à comprendre de façon assez aisée. Et en plus avec le travail en équipe, les travaux de groupe, on arrive vraiment à s'imprégner de la matière. Être professeur d'université, un véritable sacerdoce, mais le processus est parsemé d'embûches. Quand on fait un DEA, on est appelé à suivre, c'est-à-dire ce chemin d'enseignant. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut attendre que des postes se libèrent pour être recrutés à l'UCAD. Et lorsque j'ai eu mon DEA, donc j'ai chômé, on est enseignante, mais on est éducatrice également. Donc il y a cet échange que je trouve formidable dans ce métier que j'ai pu aimer à force de l'exercer. Si Fatou Diop Sall est maître de conférences agrégé, Dr Amdi Fall, lui, a le titre d'assistant titulaire à l'OSP, deux enseignants, deux profils différents. Le doctorat que j'ai fait à HEI, CEDES de Paris, sur les relations internationales et la diplomatie, et je me suis spécialisé en diplomatie économique. Une thèse de doctorat que nous encadrons les étudiants, et cet encadrement leur permet de finaliser, de soutenir leur thèse de master. Originaire de Thiès, Amdi Fall doit son long et riche parcours universitaire à sa maman. Ça, c'est peut-être l'influence qu'on peut avoir une mère qui enseigne, mais au-delà de ça, il y a cette volonté d'échanger, cette volonté de contact, de pouvoir former des gens. Et c'est une vocation au-delà de ce que l'on peut payer du salaire. Le métier est certes noble, mais le salaire peut constituer une source de motivation. Il faut un salaire acceptable parce qu'il faut être rémunéré et bien rémunéré pour ne pas être tenté d'aller au niveau, c'est-à-dire privé. Mais on peut se suffire de ce qu'on a. Et l'idée, c'est de s'épanouir. Bon, moi, je pense que ce serait très difficile que je m'intéresse à autre chose. Le temple du savoir est aussi vaste que le parcours de ces enseignants-chercheurs qui dispensent les cours. Le doyen de la faculté des sciences et techniques en est la preuve vivante, son domaine de prédilection, la chimie. Donc j'ai commencé par assistant stagiaire et j'ai poursuivi mes recherches pour faire une thèse de 3e cycle en 1985 et devenir assistant titulaire. Continuer les recherches jusqu'en 1992. Entre-temps, j'ai été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant. En 1992, j'ai soutenu ma thèse d'État et l'année suivante, j'ai été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence. J'ai continué mes travaux de recherche. 15 ans d'expérience, aujourd'hui, il est professeur titulaire de classe exceptionnelle, mais attention aux confusions sur les titres universitaires. On entre assistant, après l'assistant, il y a le maître assistant, il y a les maîtres de conférence, il y a les professeurs titulaires. Et donc, dans cette hiérarchie, avant, pouvait postuler au poste d'assistance celui qui avait le DEA, ce qui est un tout petit peu l'équivalent du master aujourd'hui. Mais de plus en plus, avec donc les effectifs et les thèses qui étaient soutenues, on était arrivé finalement à recruter pratiquement que des enseignants titulaires de la thèse de 3e cycle. Dans ce sillage, l'encadrement des mémoires et thèses n'est pas donné à tout le monde. Ils sont habilités à encadrer les masters et les doctorats, les professeurs et les maîtres de conférences. Ils sont habilités aussi à faire les cours magistraux, normalement les professeurs et les maîtres de conférences. Mais si, dans une discipline, il n'y a pas de professeur et de maître de conférence et qu'il y a des maîtres assistants,
le maître assistant peut être amené à faire un cours et dans ce cas, il le fait sous la tutelle d'un professeur ou d'un maître de conférence, c'est-à-dire d'un enseignant de rang A. Un enseignant de rang A, Babacar Diaw l'est, cependant, avant d'atterrir à la faculté de médecine, il a dû batailler fort pour devenir maître de conférence agrégé. Les militaires, pour arriver à la faculté, déjà en première année, ils font un concours. Après, pour pouvoir avoir une chance d'être enseignant à la faculté, ils devront faire un deuxième concours qu'on appelle l'internat des hôpitaux de Dakar. Voilà. Après leur internat, s'ils ont la chance d'être nommés assistants, ils vont continuer leur publication scientifique et aller à un troisième concours qu'on appelle le concours d'agrégation. La médecine n'est pas une branche réprisée par les étudiants. Babacar Diaw les encourage à investir la filière. La médecine n'est pas difficile. Il n'y a pas une discipline difficile en médecine. C'est comme ça que je vois les choses. Pour réussir en médecine, il faut avoir de la volonté. Il faut travailler régulièrement, il faut être régulier dans le travail. Il ne faut pas attendre l'approche des examens comme le font les étudiants. 3 hommes, une femme, 4 enseignants à l'université. Mais dans ce quartier gagnant, faire de la recherche pour une femme n'est pas toujours chose aisée. Les contraintes biologiques, parce que vous savez que parfois, à force de suivre, c'est pour cela que beaucoup de femmes ne choisissent pas cette voie. À force de suivre les études, parfois on ne se marie pas, on se marie tard. En se mariant tard, parfois, on a des risques de ne pas avoir d'enfants. Dans les 5 prochaines années, il y aura beaucoup de départs au sein de l'université. La relève est donc attendue, une relève qui pourrait maintenir haut le flambeau et servir la communauté dignement autant que ses vaillants enseignants. Le dossier du jour qui porte donc la signature de Louise Bidza. Bonne nouvelle pour les populations de Diourbel. La région vient de bénéficier d'une nouvelle pédiatrie. L'œuvre est de Dame Diané, un fils du terroir, une réalisation qui fait honneur aux guides religieux de la région. Les 11 000 talibés de la région de Diourbel seront pris en charge gratuitement par cette structure sanitaire. Reportage Ibrahima Pabidjedjou. Voici le tout nouveau bijou de la région de Diourbel. Une pédiatrie composée de 4 salles de consultation, de 2 salles d'hospitalisation. Elles sont toutes fonctionnelles. Et ce n'est pas tout. À côté, il y a une pharmacie. L'infirmier chef de poste et d'autres seront logés dans ce bâtiment. Une première à Diourbel. Pour la réalisation d'une telle infrastructure, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en a fait une préoccupation majeure. Et c'est un de ces talibés qui a rendu ce rêve possible par un apport personnel. Les 11 000 talibés issus des daara de la région seront pris en charge gratuitement par la nouvelle pédiatrie. Je commencerai d'abord, je devais commencer d'abord par remercier mon guide spirituel, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui m'a montré le chemin et le droit chemin, qui est un père, un marabout, un guide, qui a résumé tout pour moi. Et je dirais que l'instigateur principal, l'initiateur principal de ce projet, c'est sa modeste personne. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a donné un ndigal, des directives fermes, qui m'a fait comprendre que le salut de tout un chacun, c'est de s'oublier au profit de ses prochains, surtout les démunis. Pour sa part, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est dit tout heureux et demande à d'autres fils du terroir d'en faire autant. Je m'estime aujourd'hui très heureux avec cette nouvelle pédiatrie, car c'était un de mes rêves. Je demande à d'autres Sénégalais de s'inspirer de Dame Diané. Pour les responsables sanitaires, cela va aider à réduire le taux de mortalité infantile de la région. Nous nous sommes rendus compte de l'important besoin d'accès à des soins de qualité des populations de Diourbel. Le gouverneur et l'ensemble des autorités ont salué une telle initiative. Cette action humanitaire de ce fils du terroir n'est pas une première. Dame Diané avait perdu son usine qui employait plus de 300 jeunes dans un incendie il y a 3 mois. Cette pédiatrie est une autre action. Et selon le promoteur, le président Macky Sall a donné des instructions pour y affecter un personnel qualifié dans le plus bref délai.
Sur l'international, l'armée israélienne a mis fin ce vendredi au cessez-le-feu avec le Hamas. Dans la bande de Gaza, un soldat israélien aurait été capturé. L'ONU demande sa libération. Le cessez-le-feu qui a débuté vendredi matin à Gaza n'aura tenu que quelques heures. Accepté par les deux parties pour une durée de 3 jours, il devait permettre aux civils palestiniens de s'approvisionner en nourriture et d'enterrer leurs morts. Mais la trêve a vite volé en éclats. Après une attaque meurtrière contre ces soldats, l'armée israélienne a repris ses bombardements sur Rafah et Khan Younes, faisant une quarantaine de morts chez les Palestiniens. Ils ont détruit nos maisons, ils ont tout détruit. Il ne reste ni arbres, ni champs, ni ânes, ni vaches. Il n'y a plus rien ici, ils n'ont rien laissé. L'enlèvement d'un soldat israélien confirmé vendredi par l'état-major de Tsahal a définitivement enterré les espoirs d'accalmie. La branche politique du Hamas avait pourtant accepté une trêve de 72 heures qui devait se prolonger par des négociations au Caire. Pour consolider ce cessez-le-feu, nous envoyons une délégation palestinienne pour négocier au Caire. Un cessez-le-feu accepté, il est vrai, du bout des lèvres sous la forte pression des États-Unis. Israël et les factions palestiniennes ont accepté un cessez-le-feu humanitaire sans condition de 72 heures. Les deux parties doivent maintenant cesser toutes leurs activités militaires offensives. La reprise de la guerre a empêché les camions de nourriture et de médicaments de l'UNRWA de rentrer vendredi dans Gaza. Si le Hamas a montré ces derniers jours sa capacité militaire, les chances d'un cessez-le-feu durable semblent s'éloigner un peu plus. Retour chez nos sports, l'État du Sénégal s'est engagé à régler le problème des assurances des Lions du basketball. L'annonce a été faite par le directeur de la haute compétition. C'est ce que nous dit Omar Baldé. Après le boycott des entraînements par l'équipe nationale de basketball suite au non-paiement des assurances, le différend est en passe de devenir un vieux souvenir. La tutelle rectifie le tir et rassure. Pour le problème des assurances, la fédération nous a présenté 3 cas de figure. Le premier, c'est l'assurance de Gorgui Sidien, qui est d'un montant de 7 550 $. Nous avions reçu effectivement le montant, mais c'est hier qu'on nous a donné les factures qui nous permettent de faire le transfert. Nous sommes en train d'effectuer tout le transfert et demain ce sera effectif. L'autre aspect, c'est Moulay Ndoye. Pour Moulay Ndoye, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu les coordonnées bancaires de son assureur pour faire le transfert. Le problème des assurances réglées reste la gestion de la suite de la préparation à Malaga, en Espagne. D'ici demain, nous allons effectivement envoyer le shift qui montre que nous avons fait le transfert au niveau de l'hôtel de Malaga. Pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions, l'État du Sénégal n'a pas lésiné sur les moyens. Une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA sera mobilisée dans les prochains jours. Ce qui est de la participation du Sénégal à la Coupe du monde de basket, l'arbitrage effectué par le CONOS en relation avec le ministère avait octroyé au basket 100 millions. Et les autorités du basket avaient pris l'engagement de chercher eux-mêmes, du moins elles-mêmes, les 150 millions qui manquaient. Malheureusement, il y a 2 semaines, ils nous ont mis devant le fait accompli en disant qu'ils n'ont pas de ressources additionnelles. Donc c'est nous-mêmes, l'État du Sénégal, qui devons chercher intégralement les 250 millions pour leur participation à la Coupe du monde. Reste à espérer que cette série de mesures va faire revenir les Lions sur leur décision de suspendre la préparation du mondial de basket. Bourg, capitale de l'athlétisme ce week-end, les championnats nationaux 54e édition se tiennent les 2 et 3 août sur la Petite Côte. À quelques heures de l'événement, les membres de la fédération ont fait face à la presse. Mansour Sow y était pour nous. Au menu de cette rencontre avec la presse, le point sur les préparatifs de la 54e édition des championnats nationaux d'athlétisme. À moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt. Tout se passe bien. Inch'Allah, je pense bien que ça a commencé aujourd'hui et demain, à partir de 8 heures, à partir de 6 heures du matin, on va commencer encore. Nous avons un seul souci, c'était par exemple d'arrêter
nos compétitions demain à partir de 9h, parce qu'il y a le football qui doit organiser à Mbour les championnats retour du Togo, et nous sommes obligés, dans un consensus, de les laisser le terrain à partir de 10h pour qu'ils puissent mettre leurs installations, compétir à partir de 17h jusqu'à 19h. Nous allons commencer à partir de 19h jusqu'à 23h. La Fédération sénégalaise d'athlétisme, obligée de délocaliser ses concours, a financé elle-même le budget de ses championnats nationaux. C'est la première fois que nous décentralisons, mais c'est la première fois aussi que l'État ne finance pas ces championnats. C'est un peu contradictoire. On nous met dans une situation qui nous oblige à aller à Mbour. Bon, mais peut-être que c'est lié à des changements de ministre, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu quand même de réaction. Samedi et dimanche, un week-end au cours duquel Mbour sera le point de ralliement des athlètes du Sénégal et de la diaspora. Plus de 600 athlètes attendus. Ils seront sur les pistes du stade Caroline Faye de Mbour. Sport toujours, football, éliminatoire de la CAN des U17, Alger 2015, à quelques heures du match décisif Sénégal-Togo prévu demain samedi 2 août au stade Caroline Faye de Mbour à 17h. Le ministre des Sports a rendu visite au Lionceau. Voici Martarba que je vous propose d'écouter au micro de Ibrahima Pabidjedjou. Vous délivrez le message du président Macky Sall, le président de la République et de l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Ce message est un message de remerciement d'abord pour votre résultat extrêmement important que vous avez obtenu au Togo. Nous avons tous compris les conditions compliquées dans lesquelles vous avez voyagé, mais malgré tout, vous avez tenu tête et vous avez obtenu un résultat nul. Et vous avez partagé les points avec le Togo. Et c'est extrêmement important pour le football sénégalais, mais aussi c'est extrêmement important aussi pour la population du Sénégal. Je voudrais aussi vous dire que le président de la République vous encourage. Vous encourage parce que vous avez un match important demain, mais un match qui est à votre hauteur. Vous pouvez le gagner pour vous permettre de continuer la compétition et éventuellement vous qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est au Niger. Je pense que c'est extrêmement important et nous vous accordons une importance capitale parce que nous sommes sûrs que pour faire le football sénégalais, il faut que la petite catégorie soit encadrée et encouragée. Au finish, nous pensons que nous aurons la victoire demain. En tout cas, nous le souhaitons et nous prions pour que la victoire soit du côté du Sénégal. Je vous le disais en début de journal, conférence de presse des avocats de l'État du Sénégal dans l'affaire des biens présumés mal acquis. Ils ont dénoncé cet après-midi la sortie de certains responsables libéraux sur une chaîne étrangère. Pour eux, ces attitudes décrédibilisent la justice sénégalaise. Beaucoup d'autres questions ont été abordées à l'occasion de ce face-à-face avec la presse. Voici le compte-rendu de Jeanne Dior. Malgré le renvoi du procès de Karim Wade, les échanges entre les deux poules d'avocats se poursuivent. Après la conférence de presse de la défense hier, c'est au tour de la partie civile de s'adresser à l'opinion nationale et internationale afin de préciser certaines questions dites fondamentales. Sur France 24, j'ai vu et entendu un responsable du PDS dire, en faisant le tour du palais de justice, vous voyez, ils ont peur, tout est bouclé. Non seulement le palais de justice, mais même les autres institutions du Sénégal. Monsieur Karim Wade s'est présenté à la barre du tribunal, de la cour, pardon, pour dire qu'il est prisonnier politique. Monsieur Karim Wade, il se trouve que c'est un double national. Il est sénégalais, c'est vrai, mais il est également français. Or, la Constitution, qui a été présentée par son propre père et qui a été adoptée, interdit maintenant qu'un double national puisse être président de la République. Selon les avocats de l'État, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a tenu une rencontre le 8 juillet pour que toutes les dispositions soient prises afin que les deux parties puissent brandir leurs armes de défense.
Cependant, certaines positions, selon les conseils de l'État, décrédibilisent la justice du pays. Lors de cette réunion, on a entendu des avocats de M. Karim Wade nous dire que le procès va durer 6 mois. Vous avez vu hier le folklore qui a existé à l'audience. Ce n'est pas admissible. On avait l'impression d'avoir un meeting. Ce n'est même pas respectueux de notre justice et de notre pays. L'article de la loi sur les avocats, la présence de Bibo Bourgi, qui ont conduit à la suspension et enfin au renvoi du procès, sont 2 points sur lesquels il persiste et signe. En présentant le juge comme un bourreau, en présentant M. Bourgi comme une victime, tous les malades ne sont pas nécessairement incapables de se présenter devant un juge. En attendant la poursuite de ce procès, l'ancien ministre sera de nouveau devant la barre pour la suite des audiences. C'est fini pour ce soir. On a rendez-vous demain 20h. Merci de votre fidélité.